Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon cher co-animateur Loïc. Comment ça va ? Hello, ça va bien, ça va très bien. On est en vacances, ça fait plaisir. En vrai, c'est peut-être la meilleure période de l'année, je pense. Ouais. Toi, ça va ? Ouais, ça va. Après, moi, je suis en vacances un peu tout le temps, donc je suis à mi-temps pour le moment encore, jusqu'à au moins février. Donc oui, les vacances ou pas les vacances, c'est un peu toujours la même chose. Je remarque qu'aujourd'hui, tu es en matchy-matchy avec le micro parce que tu as la bonnette jaune et un pull jaune. Ouais, d'habitude, c'est ma bonnette, la jaune. Voilà. Pour les informations, pour les gens qui ne savent pas. Je suis en pyjama, et exactement. Si Oui, c'est ce que tu veux faire remarquer. Exactement, tu es Une en fois de pyjama. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Lebrun. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que tu es en forme ? Est-ce que ça se passe bien ces petites vacances de fin d'année ? L'entre-deux réveillons est toujours un peu technique au niveau de la forme physique, mais c'est bien, ça fait relâcher. Ouais. T'enchaînes les repas et les... Parce que là, t'es rentré à Bordeaux, du coup, pour voir ta famille, pour faire les fêtes. C'est ça. Et c'est assez dense. J'ai mon père et ma sœur qui ont leur anniv aujourd'hui. Oh, waouh. Il y a un enchaînement. C'est pratique, ça. Et en même temps, pas pratique. Ça te permet de coupler pour arriver, mais en même temps, c'est sport niveau foie. C'est ça. Okay. Et après, tu fais une diète, tu fais de la soupe tout le reste de l'année, c'est ça ? Soupe salade. Seulement le mois de janvier. Ouais. Seulement le mois de janvier. Okay. C'est ton mois sans alcool, mais c'est le mois sans gras, non, en fait. Ok, donc Pierre, tu viens aujourd'hui parce que tu as fait une thèse, tu es docteur, toi, déjà. Tu as fait une thèse en géographie dans le laboratoire Espace pour étude des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace à Avignon. Avignon, ville que nous connaissons bien parce que nous y allons tous les ans. C'est une super ville. Tout à fait. On pourra d'ailleurs recommander ça en fait à la fin. Juste la ville ? Mais pas la ville. Le festival, peut-être. Oui, je crois qu'on l'a assez spammé, genre un épisode sur deux. Donc oui, si tu veux, on peut recommander un festival qu'on a recommandé des centaines de fois. Ouais, mais à ce moment-là, les billets seront sûrement sortis. Du coup, ça pourrait intéresser les gens d'y aller. Tu vois. Ça marche. Tu étais sous la direction de Guillaume Boulet et Didier Josselin. Oui. Jusque-là, tout va bien. Ok. Donc, tu as fait une thèse en géographie. On n'en a pas eu depuis très 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 longtemps. Genre saison 1, il y avait 2 personnes qui avaient fait une thèse en géographie qui étaient passées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était ton parcours et comment tu t'es spécialisé dans ce sur quoi tu travailles, c'est-à-dire les logements et le parc privé des logements ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, moi, je ne suis pas forcément géographe initialement. Okay. C'est-à-dire que j'ai alterné pendant mes études entre socio-éco d'un côté et géo de l'autre. Donc, j'ai fait une prépa lettres et sciences sociales qui était à Paris. Ça s'appelle la BL. C'est il y a 8 disciplines. Donc, ça va de la littérature aux mathématiques en passant par la géo, la socio, l'éco. Okay. Ce qui m'a valu d'avoir une licence en sociologie en équivalence. Après ça, j'ai intégré du coup l'école normale sup de Lyon. J'ai fait une licence de géo. J'ai fait un master 1 sciences sociales parcours espace, qui était en gros vaguement de la géographie, mais un peu déguisé en interdisciplinarité, quoi. Okay. J'ai passé l'agrégation en sciences économiques et sociales, donc socio-éco-sciences politiques. J'ai fait une année de pause. Je suis allé à Londres filer des cours de français en gros à l'université. Okay. Je suis revenu en France, j'ai fait un master de géographie, puis j'ai fait ma thèse du coup à Avignon. Okay. Voilà, et la thèse en géographie. Et donc là, moi, ma spécialisation en géographie, dès le départ, elle est côté géographie économique, donc parce que ça intersectait pas mal en fait toutes les choses que je savais déjà faire. Et côté plutôt ce qu'on appelle la géographie quantitative, c'est-à-dire que je faisais pas mal de statistiques. Donc je fais du code, des choses comme ça, des modèles stats. Okay. Voilà, donc c'est un peu ma spécialité, c'est économique quantitatif. Et le logement s'y prête vachement bien parce que y a pas mal de bases de données sur le logement. Et puis du coup, la promotion s'y prêtait encore mieux parce que la promotion, c'est vraiment la question du modèle économique qu'on peut documenter à travers des bases statistiques pour voir l'output en fait, du calcul économique des promoteurs, comment ça se traduit cartographiquement. Et donc ma thèse était là-dessus. Et après, pourquoi Avignon ? C'est parce que moi j'ai rencontré, quand j'étais en première année de master à Lyon, j'ai eu un enseignant qui s'appelle donc Guillaume Boulet, qui est mon directeur, qui avait filé un cours qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, qui m'avait vraiment pas mal parlé. Et donc il avait encadré mon master 1. Il m'avait filé même un sujet de master, en fait, c'est ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et donc je suis venu le retrouver pour la thèse ensuite à Avignon. Ok, très bien. Donc cette thèse,
Elle était déjà financée et ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir la réaliser, ou vous aviez eu le projet de faire la thèse et tu as fait des demandes de financement ou via concours peut-être? Ouais, en fait, comme j'étais à l'école normale sup de Lyon, il y a une espèce de modalité un peu spécifique d'attribution des Ok. thèses à l'ENS, c'est vraiment un des très grands privilèges de cette école, qui est qu'ils ont quasiment une bourse de thèse pour 50% à peu près de leur effectif. Ok. Et donc c'est une attribution interne, c'est-à-dire les bourses de thèse sont mises au concours entre élèves normaliens qui viennent de valider leur master 2. Ok. Et c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment une grosse partie en fait des effectifs qui veulent faire une thèse qui arrivent à choper une bourse. Ok, trop bien. Et donc c'est un financement de 3 ans, et par contre on construit soi-même son sujet. Ok. Voilà. Et donc le sujet que j'ai construit à l'époque pour choper cette bourse n'est pas du tout ce que j'ai fait ensuite. Ouais. Mais Classique. voilà. C'est marrant, on n'avait jamais parlé, je pense, de. On n'en a pas parlé, système mais de je pense que financement. mon cousin a fait la même chose. Ok. Ouais, ça s'appelle les CDSN, c'est contrats doctoraux spécifiques normaliens. Ok. Voilà. Bon, bah, ça fait un autre moyen d'y arriver, même si bon, c'est pas toujours le plus simple pour entrer en école, mais. Oui, les Ouais, écoles. faut l'anticiper pas Ouais. mal, quoi. Ouais. Le NS, tu rentres pas comme ça en tapant la porte. C'est Bonjour, j'ai 10, c'est bon ou pas? Non. Du coup, ton sujet, c'est les logements du capital entre villes, profit et régulation, une géographie économique de la promotion résidentielle privée en France 2008-2022. Donc en gros, on parle de résidences privées et de promoteurs immobiliers. Est-ce que tu peux nous introduire un peu ton sujet de façon simplifiée avant qu'on rentre dans les détails de qu'est-ce qui est quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai une représentation des promoteurs privés comme des grands méchants. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, on ne sait pas. J'ai une représentation de les logements du capital, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, par exemple. Et profit, régulation, c'est des mots que j'entends beaucoup, mais que je saurais pas bien définir, tu vois. Ouais. Plusieurs choses. Déjà, effectivement, la très mauvaise réputation des promoteurs, c'est un grand truc. Et d'ailleurs, c'est la première page de ma thèse. Je fais une espèce de mini-recension un peu à la va-vite, en fait, de toutes les fois où les promoteurs apparaissent dans les livres ou dans le cinéma, et c'est toujours les salauds. Donc, Oui, dans les films. Ouais, il y en a un paquet, en fait. C'est soit l'espèce de spéculateur qui... il y a par exemple, c'est souvent un personnage dans les polars, par exemple, le deuxième de Indrid Hasson, là, qui se passe en Islande. Le grand méchant, c'est un promoteur en fait qui a spéculé, qui a acheté tout un tas de terrains et qui zigouille des personnes qui s'opposent à lui, quoi. Il y a même dans Là-haut, le dessin animé, en fait, le méchant, c'est le promoteur qui essaie de raser la maison. Enfin, il y a chez la maison des petits vieux, là. Voilà. Il y a un peu cette espèce de représentation communément négative, très péjorative du promoteur. Et donc, par rapport à ça, l'enjeu des sciences sociales, c'est d'essayer de prendre de la distance avec cette représentation spontanée pour essayer de... En fait, les sciences sociales, nous, on ne juge pas directement. On ne dit pas il y a des bons et des gentils, on dit il y a des structures sociales qui mettent des agents dans une certaine position donnée. Et donc, moi, le but de ma thèse, c'est dire... donc là, évidemment, je ne l'écris pas exactement comme ça dans ma thèse, mais c'est dire... En fait, on s'en fout de est-ce que les promoteurs sont gentils ou pas. Parmi les promoteurs, il y a sans doute des personnes qui sont des salauds, il y a sans doute des personnes qui sont très sympas et qui pensent bien faire. Le fait est qu'ils sont dans une situation, dans un rôle social dans lequel ils n'ont pas d'autre choix que de construire des logements pour se faire du fric, parce que c'est ça la promotion. Et donc, de fait, un promoteur qui est gentil et qui donne cher à un propriétaire pour acheter sa maison, il n'est pas rentable, quoi. Il ne va pas rester promoteur. Donc, c'est plus, en fait, documenter le modèle économique du promoteur qui, moi, m'intéressait. Il y avait ça. Attends, t'as dit plusieurs choses. Ouais, j'ai dit les logements du capital. Les logements du capital. Du coup, c'est exactement la suite de mon propos. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de repartir du modèle économique propre au promoteur, qui est un peu spécifique à la France. Il y a d'autres pays où ça fonctionne pas toujours exactement de la même façon. En France, par rapport à, par exemple, aux Pays-Bas ou en Angleterre, les promoteurs ne possèdent pas de terrain en réserve. C'est-à-dire que les promoteurs ne sont pas assis sur une sorte de grande réserve de terrain qu'ils ont acheté il y a 15 ans et dont ils attendent qu'ils deviennent constructibles. Oui. Les promoteurs achètent les terrains au moment où ils sont constructibles, les construisent et vendent les logements. Et là, ça, c'est la deuxième spécificité, c'est vraiment ils vendent très vite, alors qu'il y a d'autres pays où ils restent propriétaires des logements et les mettent en location. Donc il y a quelques cas en France, mais qui sont plutôt des exceptions que la règle, de promoteurs qui restent propriétaires et qui font de la gestion locative, mais c'est vraiment l'exception. Corollaire de ça. Moi, j'avais l'impression que c'était... Enfin, dans ma tête, je pensais que c'était ça, tu vois, que c'était qui restait propriétaire. Et ça, c'est aussi entretenu par justement la culture
qu'on a sur les promoteurs, parce que on est beaucoup abreuvé de, je sais pas, dans la série The Wire aussi qui est excellente, il y a un peu un moment un des criminels, Stringer Bell, qui utilise la promotion pour blanchir son argent, et le modèle implicite derrière, c'est aussi rester propriétaire, en fait, construire une espèce d'empire financier immobilier à partir de ça. Donc il y a beaucoup ça, mais en France, du coup, c'est vraiment très peu le cas. Ce qui fait que le modèle, en fait, de financement des promoteurs repose sur cette spécificité-là. En gros, les promoteurs sont paradoxalement des petites sociétés. C'est-à-dire que même les plus grands Nexity, ils ont en gros 2000-2500 employés, ce qui n'est pas énorme pour le premier promoteur de France, quoi. Et leur modèle de financement, c'est qu'ils se font financer leurs opérations, donc la production de leurs opérations, par un prêt bancaire. En fait, les promoteurs ont très peu de fonds propres. Il y en a quelques-uns qui en ont, mais à nouveau, c'est vraiment une minorité. Et donc, un promoteur qui cherche à construire un bâtiment va d'abord identifier un foncier, c'est-à-dire un terrain, soit avec une maison qu'il va pouvoir détruire, soit un terrain qui est vierge, va vérifier que le propriétaire peut être OK pour vendre, va essayer de faire un calcul en se disant à cet endroit-là, si jamais je construis d'après le plan local d'urbanisme, je peux faire 5 étages. Vu les prix qui se font autour, je vais pouvoir en tirer à peu près tant de chiffre d'affaires. Ça va me coûter tant de commercialisation, tant de coûts de construction, etc. Ce qui va rester, donc quand je prends mon chiffre d'affaires et que je déduis tous les coûts incompressibles, ça va être le prix auquel je vais pouvoir acheter le terrain. Le propriétaire a l'air à peu près OK avec le fait que je lui achète son terrain à ce prix-là. Et là, on va aller à la banque. Et on va dire, en fait, sur cet endroit-là, je sais que je peux produire pour tant. J'ai l'accord du propriétaire, j'ai l'accord du maire qui, pareil, dit OK, il n'y a pas de problème, je vous valide le permis de construire. J'ai pré-commercialisé une partie des logements. Donc, en général, il faut pré-commercialiser à peu près 50%. Donc, ça, c'est les trucs que tu achètes. Genre, tu dis, il va y avoir un projet immobilier, j'achète déjà cette maison à tel endroit. C'est ça. Avec... Et le promoteur n'a pas encore le prêt bancaire à ce moment-là, donc c'est encore un petit peu virtuel. Et le promoteur doit prévendre donc à peu près 50%. Et quand il a prévendu ces 50%, il va voir la banque. Et là, la banque lui débloque le gros du pactole, qui va lui permettre de financer la construction, la commercialisation, etc. Et une fois qu'il a donc le prêt de la banque, qu'il a acheté le terrain, qu'il a tout fait, son but, c'est d'aller le plus vite possible. Parce que plus il met longtemps, plus il a des intérêts sur le prêt que lui a filé la banque, plus ça lui coûte cher en commercialisation. Et comme je disais, la plupart du temps, c'est des petites entreprises, donc ça immobilise des salariés, en fait, ça leur coûte cher. Donc là, il faut aller le plus vite possible. Ensuite, on vend et on refait la même chose ailleurs. Donc ça... vas-y. Et donc, du coup, c'est ça le modèle économique du promoteur. Et moi, ce qui m'intéressait dans ma thèse, c'est ce modèle économique, on le connaît. C'est quoi les implications géographiques? Qu'est-ce qui fait que du coup, les promoteurs construisent là, et pas là. Et donc, c'est ça le titre de ma thèse, c'est que j'identifie 3 grands déterminants, 3 moteurs, qui sont donc, les profits. Donc, c'est entre profit, ville et régulation. Profit, c'est donc ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est vraiment le pur modèle économique. Les banques qui demandent aux promoteurs d'entrer rapidement dans leurs frais et imposent aux promoteurs d'avoir une marge nette de 8% sur leur opération. Donc ça, le profit est obligatoire pour le promoteur. Deuxième chose que j'appelle la ville, c'est en gros, c'est le terme que j'ai utilisé pour le titre, mais ça renvoie à une notion de sciences sociales qui s'appelle la division socio-économique de l'espace urbain. Donc c'est un terme un peu pompeux et long pour dire en gros on regarde la façon dont se distribuent dans l'espace urbain les populations, les activités, et au sein des populations en gros où sont les riches, où sont les pauvres. Donc la division socio-économique de l'espace, c'est le terme un peu consacré pour dire Tourny et Saint-Michel. En gros, non mais voilà, en gros c'est ça. C'est où sont quelles populations à quel endroit. Et donc ça c'est un autre truc important parce qu'en fait les promoteurs vont construire aux endroits où ils savent qui peuvent avoir une opération rentable. Donc, ils ne vont pas aller construire au milieu de la campagne. Il n'y a pas de promoteur à la campagne parce qu'ils ne peuvent pas vendre assez cher pour rentabiliser le coût de construction de leur opération. Et ils préfèrent aussi les quartiers qui sont, on va dire, un peu en vogue parce que ça leur permet de se faire des plus-values. Parce que si les prix augmentent entre le début de leur opération et la fin, l'écart, il est pour leur poche. Et puis, ils aiment bien les quartiers où il y a beaucoup de demandes parce qu'ils peuvent vendre d'autant plus vite. Donc les promoteurs sont attentifs à cette division socio-économique de l'espace, donc deuxième déterminant. Et le troisième, la régulation, c'est qu'il y a un ensemble de politiques nationales et locales qui vont créer des sortes de périmètres qui vont attirer les promoteurs. Donc en décembre 2024, c'est arrêté ce qui s'appelait le Pinel, qui est un peu connu, c'est ça. Donc qui était un dispositif
Défiscalisation des revenus locatifs pour les ménages qui achetaient des logements neufs. Donc concrètement, vous êtes un ménage, vous achetez un appartement, vous l'achetez 250 000 euros, vous le mettez en location, et là, vous avez le droit à jusqu'à, alors ça dépendait des années, mais ça pouvait aller jusqu'à 25% du montant initial de votre achat qui était défiscalisé sur une période qui pouvait aller jusqu'à 15 ou 20 ans. Ça dépendait des dispositifs, parce que le Pinel, c'était le dernier, mais c'est un truc qui existe depuis le début des années 80. Et sauf que depuis 2009, le Pinel ne fonctionne que sur certaines communes. Ok. Donc les zones en tension ou peu Ouais, importe. plus ou moins. Alors il y a tout un truc parce qu'on ne sait pas comment sont calculées ces zones-là. En gros, il y a un zonage qui est défini par l'État, mais en gros, même les rapports de la Cour des comptes disent on n'est pas arrivé à comprendre leur méthode. Ok. Donc c'est censé refléter les zones en tension, mais on ne sait pas quelle tension, quand, comment. Ok. Mais du coup, il y a tout un tas de communes qui sont sorties de ce dispositif et les promoteurs ont disparu de ces zones-là. Ok. Quoi. Donc il y a ce truc-là, et à l'échelle urbaine, donc ça, le Pinel, c'est à l'échelle nationale. Et à l'échelle locale, vous avez par exemple les zones d'aménagement concerté, ce qu'on appelle les ZAC, qui sont des zones dans lesquelles les terrains constructibles sont attribués d'une certaine façon, et donc ça avantage plus ou moins certains types de promoteurs. Donc voilà, c'est en fait la géographie de la régulation publique, donc de la façon dont l'État ou les collectivités s'impliquent dans la production de la ville, influe aussi considérablement sur la géographie de la promotion. Ok. Et donc ma thèse, c'est dire ça, il y a ces trois déterminants-là, et je vais essayer de les objectiver, c'est-à-dire d'en faire la part, de dire bah voilà, ça compte pourtant, ça compte pourtant, et ça compte pourtant, quoi. Ok. Moi, j'avais une question parce que je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui était les promoteurs. En gros, ce que j'ai compris, c'est que les promoteurs, comme ils n'ont pas de fonds de base, comme ils sont obligés de prévendre des trucs et comme ils sont obligés de faire un prêt à la banque et d'être le plus rapide possible pour vendre les logements qui restent parce qu'ils ont un prêt à rembourser, en gros, ils doivent aller le plus vite possible. Et donc, ça explique pourquoi tous les logements qu'ils construisent, c'est de la merde, en fait. Genre, on est tout le temps en train de se dire, ouais, les logements faits par les promoteurs, c'est des trucs faits vite fait, c'est fait mal fait, les matériaux, c'est de la merde, il y a rien qui est prévu pour faire en sorte que ce soit qualitatif. Et alors, il y a des trucs qui sont prévus, ça, surtout dans ce que je viens d'en parler dans les ZAC, les zones d'aménagement concerté, où en fait, il y a les ZAC, c'est un truc un peu particulier, on a du mal à l'évaluer, mais c'est entre un quart et la moitié des logements produits dans les villes. Qui sont dans ces zones-là. C'est globalement, en fait, quand on voit un quartier entier dans lequel émergent des grandes tours neuves, c'est une ZAC, en gros. Donc à Bordeaux, il y en a tout un tas, là-bas, rive droite, par exemple, il y a énormes ZAC. Belsier aussi, peut-être. Non Belsier, ZAC. Okay. Dans ces zones-là, en gros, il y a ce qu'on appelle un aménageur public, c'est-à-dire une société publique qui se débrouille pour faire en sorte que les terrains soient constructibles. Et ensuite, chaque parcelle de terrain est vendue sur concours à des promoteurs. Donc en fait, on demande aux promoteurs de se positionner sur chaque parcelle en définissant ou pas un ensemble de critères à l'avance qui peuvent varier complètement selon la parcelle. Et parmi les critères, il peut y avoir tout un tas de critères sur les matériaux, par exemple. Ça, c'est le premier mode de régulation. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les chartes promoteurs. Ça dépend des villes, mais il y a tout un tas notamment au départ, c'était beaucoup en Île-de-France et ça s'est un peu diffusé depuis. Tout un tas de villes qui disent, écoutez, voilà, il y a les contraintes du PLU que vous connaissez, et nous, on vous ajoute des contraintes en plus, notamment PLU. parfois des plans locaux d'urbanisme. C'est, petit aparté, du coup, le PLU, c'est quelque chose d'assez important. La plupart des grandes intercommunalités, enfin, dans toutes les intercommunalités maintenant ont des PLU, et une bonne partie des communes. C'est un document qui est consultable librement, normalement, qui est fait alors je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près en gros tous les 6 ans en moyenne, avec des amendements réguliers, et qui classe l'ensemble des parcelles d'un territoire alors il y a zone urbaine, zone à urbaniser, zone naturelle, zone agricole, et dans les zones urbaines, donc dans les ZU, il y en a plusieurs degrés, et à chaque chaque groupe de parcelles, on dit là, en gros, on a le droit de construire tant d'étages avec tant de retraits depuis la rue, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est un ensemble de contraintes que les promoteurs doivent respecter. Et parfois, les municipalités aiment bien ajouter d'autres contraintes, qui peuvent être par exemple la couleur des murs. Ouais, à Bordeaux, par exemple, t'as pas le droit de construire des bâtiments qui sont pas dans le classe, tu peux pas détruire un truc patrimoine historique et dire je vais mettre un building à la place. Alors il y a ça, et puis il y a par exemple quand on construit un truc neuf, faut que ça s'intègre plus ou moins dans le paysage. Donc pour contraindre les promoteurs là-dessus, on va se doter de ce qu'on appelle un archi-conseil. Enfin bref, il y a tout un tas de choses dont les villes peuvent se doter pour ajouter des contraintes aux promoteurs. Et il y a certaines contraintes qui embêtent les promoteurs, type les archi-conseils, parce que les archi-conseils en fait, ils ne se prononcent que sur un programme qui est déjà fait.
Donc le promoteur fait un programme, l'archi-conseil passe et à chaque fois dit bon, faut revoir votre copie. Hmm. Donc ça, c'est une première façon d'ajouter des règles. Et il y en a une deuxième grande autre. Donc il y a les AC qui en a une deuxième et il y en a une troisième grande qui est ce qu'on appelle donc les chartes promoteurs. Et les chartes promoteurs, c'est la commune qui dit à l'avance bon voilà, nous il y a toutes ces contraintes-là en plus. Si vous les respectez, votre permis de construire est validé beaucoup plus rapidement. Et là, les promoteurs sont contents parce qu'ils disent bah si vous nous rajoutez ces contraintes et qu'on les connaît à l'avance, on les intègre dans notre plan de financement. Ouais, le budget de base. Voilà. Donc on va payer peut-être un peu moins cher le terrain. Donc au pire, c'est le propriétaire qui perd de l'argent, mais pour nous, c'est pareil. Et par contre, si ça nous accélère l'obtention du permis de construire, nous, on est chaud. Donc il y a plusieurs types de régulations qui sont plus ou moins, disons, favorables aux promoteurs ou avec lesquelles les promoteurs sont plus ou moins contents. Archi-conseil, en général, ils sont pas contents. Donc il y a des contraintes, mais effectivement, le souci, c'est vraiment celui du logiciel économique du promoteur. Donc il y a le fait qu'il faut effectivement aller vite. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que le plus on rogne sur les coûts de construction, le plus on arrive à proposer cher aux propriétaires. En gros, le promoteur, il sait qu'à cet endroit-là, il peut vendre à, par exemple, je sais pas, 4500 du mètre carré. Il connaît à peu près ses coûts de commercialisation, etc. Il a ses coûts de construction. Et ce que je disais, c'est que ce qui reste à la fin, c'est ce qu'il peut proposer aux propriétaires. Problème, les promoteurs sont en compétition entre eux pour choper ces terrains-là. Donc quand vous avez un terrain constructible à Bordeaux, il y a, je sais pas, mais il y a 10, 20, 30, 40 promoteurs qui se mobilisent pour essayer de choper ce terrain-là, qui vont aller voir le propriétaire. Et il y a plusieurs façons de l'emporter. Il y a le facteur sympathie qui peut arriver. Il y a des promoteurs qui se spécialisent là-dedans, qui connaissent bien les personnes, qui vont vraiment sur place, etc., qui créent un rapport de confiance. Du réseautage plus. Ouais, on peut appeler ça réseautage, mais il y a aussi vraiment un truc de... j'ai vraiment des promoteurs qui disent, bah non, en fait, on y va, on demande à la personne l'histoire du terrain, etc., la personne voit qu'on est intéressé, et derrière ça, on peut proposer un prix un peu moins cher et choper le terrain quand même. Bon, ça arrive, mais souvent, le premier argument, c'est quand même à combien vous me l'achetez. Donc, le but des promoteurs, c'est faire en sorte que leur opération soit rentable, tout en achetant le plus cher possible au propriétaire. Donc, il faut rogner le plus possible sur les autres coûts. Donc, si on vend vite, on va minimiser les coûts de commercialisation et les coûts d'emprunt. Mais si on construit avec des matériaux pourris, mais dans la limite des normes nationales, etc. Mais si on joue vraiment avec la corde, et on peut proposer plus cher aux propriétaires ou augmenter, nous, notre chiffre d'affaires à la fin et empocher un peu plus. Donc, c'est ça le truc qui fait que il y a une espèce d'incitation, en fait, via le modèle économique à des constructions de mauvaise qualité. Et tu parlais des plans de régulation en amont que peut mettre en place la commune ou l'État, quoi. Est-ce qu'il y a un système de vérification a posteriori, parce que c'était très en amont, donc imposer un système de contraintes, vous devez respecter tel ou tel paramètre. Est-ce que derrière il y a quelqu'un qui vient vérifier et qui dit bah là vous n'avez pas joué le jeu et qui peuvent peut-être ressaisir le terrain, ou vraiment ça se voit pas Alors là, c'est vrai qu'on entre dans ce dont je ne suis pas tout à fait spécialiste, parce que moi au départ c'est vraiment la géographie. Donc là, après toutes les questions d'architecture, aménagement, etc., il y a d'autres personnes qui seraient plus qualifiées là-dessus, mais globalement, pas trop. En fait, là où il y a une marge de négociation et un rapport de pouvoir qui peut se faire de la part des acteurs publics, c'est dire, bon bah voilà, sur cet immeuble-là, on vous avait dit de faire ça, vous avez fait de la merde, le bâtiment il est tombé en ruine au bout de 5 ans. C'est dire, bah... la prochaine fois, on ne va pas vous choisir, vous, quand on aura besoin d'une personne pour construire 15 parcelles d'un coup. Sauf que vous avez des gros promoteurs type Bouygues, Nexity, etc., qui ont une expertise qui est qu'ils ont la capacité de faire de l'aménagement eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, ils peuvent faire des voiries, ils peuvent faire des bacs enterrés pour les déchets, des espaces verts, etc., parce qu'ils sont assez gros et qu'ils ont une filiale d'aménagement. Et quand vous avez ça... en fait, même si vous avez déconné plusieurs fois auprès des pouvoirs publics, il y a de grandes chances qu'ils vous rappellent quand même, parce que vous avez ces compétences rares. C'est les typiquement, genre les grosses boîtes pharmaceutiques ont, à mon avis, les mêmes types de peut-être marge de manœuvre passe droit versus les promoteurs immobiliers. Après,
En fait, tu peux pas citer des marques en fonction de mon travail. Moi, je suis obligé de te couper là. Parce Oui, que je sais que tu vas couper, mais bon, dans ma tête, En c'est fait, ça que ça ressemble. Tu vois. tu peux dire des marques, mais dire qu'il y en a qui le font, mais dis pas des marques avec lesquelles j'ai travaillé. Parce que... Oui, bah c'est littéralement ça qu'il faut. oui, c'est ce qu'ils font, mais Voilà. Voilà. Oui, je serai coupé au montage, ça va, je parce que sais. je suis pas payé pour le podcast. Si je fais pas non plus mon autre travail, je suis plus payé du tout. Bah, tu vas vraiment croire que ils vont écouter le podcast. Non, mais on sait jamais en fait. Des fois, c'est bizarre. Ok. Enfin bref, donc si on revient un peu sur ta thèse et donc ta spécialité, parce que là on dérive, Ouais. mais c'est hyper intéressant, enfin, c'est rare qu'on puisse aborder ces sujets-là. Donc tu voulais mesurer l'impact des différents paramètres que tu as identifiés. Donc nous, qui faisons plutôt de la biologie et tout, on comprend bien comment on fait des paramètres quantifiables. Là, ça me paraît hyper difficile. Donc c'était quoi ta méthodologie un peu pour mesurer les impacts? C'est quoi que tu as utilisé comme données exactement? Comment tu as fait ça? Alors, grande question. Donc, en gros, moi, j'essaie de construire ce qu'on appelle un protocole mixte. C'est-à-dire, je mêle des protocoles quantitatifs, donc avec des statistiques de la cartographie, et des protocoles qualitatifs avec essentiellement des entretiens semi-directifs et de l'observation ethnographique. Mixte, ça veut dire que j'essaie vraiment d'articuler les deux. Je ne fais pas juste l'un et l'autre à côté. Donc, ça, c'est mon protocole. Donc, ce qui fait que j'ai analysé en gros 4 ou 5 bases de données. J'ai fait 70 entretiens et j'ai fait 4 mois d'observation participante dans un bureau d'études qui vendait des études à des promoteurs. Ok. Donc en gros, les études aux promoteurs, c'est vous êtes un promoteur, vous avez identifié une parcelle et on n'est pas complètement sûr de si on va pouvoir vendre à 4006, 4005, 4004 ou 4003. Et donc on va demander à un bureau d'études privé, on va dire, écoutez, faites-nous un peu une espèce de petite étude à cet endroit-là pour nous dire à combien ça se fait, quoi. Okay. Donc moi, j'ai travaillé donc, gratuitement dans le cadre de ma thèse pour une boîte qui faisait ça. Donc j'ai assisté à tous ces trucs-là, ça m'a permis de rencontrer des promoteurs, j'ai fait des entretiens avec tous les experts, etc. Donc ça m'a permis d'identifier un premier ensemble de variables statistiques auxquelles les promoteurs sont sensibles dans leur étape de prospection. Parce que, donc, ce que je dis tout à l'heure, quand j'ai un peu esquissé la chaîne de promotion d'un programme, je suis directement parti les promoteurs ont trouvé un terrain. Ouais. Mais en fait, il y a quelque chose en amont qui est que les promoteurs, tout d'abord, ils peuvent, surtout les nationaux, de temps en temps, ils peuvent décider de s'implanter dans une région dans laquelle ils ne sont pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas la région? On regarde les statistiques. Et ensuite, quand on est à l'intérieur d'un terrain, donc on a dit par exemple, voilà, moi je veux m'installer dans la région clermontoise. Et dans la région clermontoise, ensuite, quelle commune, dans quel endroit ciblé, quel quartier, etc., où envoyer mes gars pour aller trouver des terrains constructibles. Donc là, à cette étape-là, il y a une attention des promoteurs à certaines stats. Donc moi, celles-là, je les ai eues via mon observation participante, je les confirmais en entretien et ensuite je les testais statistiquement. Donc moi, j'avais des bases de données sur où les promoteurs ont vendu des programmes. Donc j'avais en gros 2 grandes bases là-dessus, une base publique, librement accessible, mais qui est assez peu fine. C'est-à-dire que je sais que telle année, sur telle commune, les promoteurs ont vendu tant de logements, à peu près à tel prix. Donc ça, c'est bien. Ça permet de faire un grand portrait au niveau national. Donc j'ai tout un chapitre dans lequel je fais vraiment un portrait national de dans quel type de commune les promoteurs ont vendu. Le problème, c'est que la maille communale, quand on fait de la géographie, c'est un peu bourrin. Parce que si on vous dit qu'on a vendu un logement à Bordeaux, toute la question est de savoir où dans Bordeaux. Ouais, parce que clairement, les prix, c'est pas les mêmes, je pense, Voilà. si tu es collé à la gare ou si tu es à Tourny. Ouais, et puis tout ce que je disais sur est-ce qu'on est en ZAC, pas en ZAC, est-ce qu'on est dans la continuité du bâti ou est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle les dents creuses, donc avec un petit terrain entre 2 maisons déjà construites, est-ce qu'on est... Voilà. Donc tout ça, il faut avoir des statistiques plus fines. Donc j'ai utilisé un deuxième grand jeu statistique qui sont des bases de données d'une société privée qui fait de la vente justement d'études aux promoteurs. Cette société s'appelle Adéquation. Donc j'ai signé une convention d'utilisation des données avec eux et en gros Adéquation, ils travaillent avec des promoteurs, donc avec les promoteurs auxquels ils vendent leurs études. Et pour ça, ils construisent des grandes bases de données, ce qu'on appelle désagrégées, c'est-à-dire qu'on est au format une ligne égale un logement. Et donc je sais qu'il y a un logement de 34 mètres carrés qui appartient à telle opération. L'opération s'appelait la résidence Les Iris, qui est à tel point GPS exactement et qui a été commercialisée en octobre 2024 et qui a été vendue à tant, avec tant de mètres carrés. Donc après, je peux faire tous mes calculs dessus. Donc j'ai articulé un peu ces 2 trucs-là. Et donc,
au niveau national, bah voilà, pareil, c'est vraiment des grands modèles de régression que j'ai utilisés. Donc il y a tout un travail de paramétrage de quel modèle de régression utiliser, comment est-ce qu'on prend en compte ou est-ce qu'on neutralise le critère spatial. Donc j'ai fait tout un tas de trucs là-dessus. Et puis après, j'ai fait des statistiques aussi un peu plus descriptives. Par exemple, c'est possible d'aller faire ce qu'on appelle de la classification. J'ai pris toutes les communes de France, je les ai rassemblées en communes de profils socio-économiques équivalents. Donc j'ai mes communes riches, mes communes de villégiature littorale, mes communes métropolitaines, mes communes de banlieue, un peu des choses comme ça, pour voir où est-ce que les promoteurs vont construire de façon privilégiée, où est-ce qu'il y a des surreprésentations, des sous-représentations. Et ensuite, j'ai créé aussi une base de données sur mes promoteurs. Donc en fait, à chaque fois que j'avais une société de promotion qui revenait dans mes bases, je suis allé moi-même, et là c'était un peu chiant, j'ai fait du web scrapping, donc je suis allé télécharger des données qui étaient sur Internet, pour essayer, pour chaque société de promotion, de dire, bah voilà, est-ce que leur siège social il est à Paris, est-ce qu'ils sont cotés en bourse, voilà, quelle taille ils font. Et donc après, moi j'ai pu aussi faire des classifications de mes sociétés de promoteurs, voir s'il y avait certains types de promoteurs qui investissaient plus dans tel type de commune ou dans tel quartier. Et ça aussi, ça faisait ressortir des trucs un peu rigolos, quoi. Pour revenir sur la société qui a bien voulu te donner accès à leurs données, justement, comment ça s'est passé? Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça? C'est toi qui es allé les voir ou comment ça se passe dans ce cas-là? Ouais, alors ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Ouais, ça, c'était un peu une surprise. Dans cette société-là, au moment où j'y suis allé, il y avait un service informatique qui, en gros, traitait ces bases de données-là pour les rendre directement accessibles aux autres employés qui, eux, étaient plus en contact avec les promoteurs, mais qui n'avaient pas forcément une formation statistique nécessaire pour eux-mêmes manier les bases de données. Donc les informaticiens, enfin le service informatique, en gros, créait une application qu'ils appelaient Click-Bouton. Et d'ailleurs, l'application avait un nom qui évoquait vraiment le côté Click-Bouton. Mais ce service informatique faisait pas directement de l'analyse statistique, n'était pas directement formé aux questions d'urbanisme et d'aménagement. Donc il y avait une sorte de segmentation entre les deux, qui faisait que c'était difficile de produire une expertise vraiment stat, au sens où moi je voulais le faire. Et donc ça les a un peu intéressés au début que moi je produise en fait ces données-là. Donc on a été en dialogue pendant un petit moment. Et 2 ans après que je sois passé, ils ont recruté un statisticien et du coup avec qui j'ai fait des visios pour lui expliquer un peu ce que moi je faisais, etc. Donc ça les a servi quand même dans leur travail et c'est pour ça qu'ils ont accepté le partenariat. Ouais, j'ai pas trop l'habitude d'employer cette expression, mais il y avait un côté un peu win-win, quoi. Ouais. Très bien. Ouais, c'est cool parce que c'est vrai que c'est pas un truc auquel j'aurais pensé. J'aurais même pas essayé. En général, les boîtes avec leurs données, elles sont tellement pas trop envie de partager, surtout quand c'est à but non lucratif, quoi. Forcément, mais ça peut leur servir, mine de rien, dans ce que tu as dit. Mais c'est qu'il y a... En fait, l'immobilier, c'est vraiment un truc assez rigolo parce que là où on est abreuvé de représentations de grandes entreprises du numérique qui font de l'analyse automatique de données, qui utilisent des gros algos, des choses comme ça, en fait, dans le monde de l'immobilier, ça reste hyper artisanal et j'étais pas préparé à ça. Mais en fait, cette société-là dans laquelle j'ai travaillé, c'est une centaine d'employés. Et c'est en gros une dizaine de personnes du service informatique. Et en fait, ils ont des énormes bases, mais qu'ils utilisent très peu. En fait, ils les utilisent à des fins commerciales et pas à des fins d'analyse de recherche. Et voilà. Et même au-delà de ça, en fait, les bases de données qu'on a, les bases de données publiques, sont elles-mêmes très imprécises et très lacunaires. Et en fait, c'est très étonnant, mais on sait qu'en statistique, il y a tout un tas de grandes entreprises privées qui en fait ont de l'analyse de données où ils arrivent à déduire votre profil socio-économique à partir de vos données de carte bancaire. En fait, en France, on ne sait pas combien de logements sont produits chaque année par des promoteurs. On a des estimations, on a plusieurs bases qui donnent des résultats qui ne sont pas les mêmes. Et concrètement, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que, par exemple, j'imagine que si tu fais ta demande sur un promoteur à Bordeaux, il y aura sûrement un service informatique qui va le rentrer dans des cases. Peut-être que si tu le fais au fin fond de la Creuse, peut-être que la mairie à laquelle tu vas faire ta demande, peut-être qu'elle aura un bout de papier qu'elle va classer dans un classeur. En fait, elle va jamais l'archiver numériquement et du coup, il y aura pas de centralisation des informations et ça sera difficile à tracer. Et c'est sans doute un peu ce qui se passe, mais normalement, en gros, on a au niveau public, il y a 3 sources sur la production de logements neufs. Il y en a 2. La première, c'est celle sur les permis de construire. Et celle sur les permis de construire, normalement, c'est quand on demande un permis de construire, c'est archivé, c'est documenté par la municipalité, qui est censé, normalement, remplir un certain nombre de champs. Et ensuite, ces trucs-là sont remontés au niveau national et sont compilés dans une grosse base de données qui est librement accessible.
Premier problème, déjà à ce niveau-là, il y a, en gros, au moment de la demande de permis de construire, c'est à peu près renseigné. Ouais. Ensuite, on ne sait pas ceux qui se terminent vraiment, parce qu'il y en a une partie de ceux qui sont achevés qui ne sont pas renseignés comme achevés, alors qu'on sait qu'ils sont achevés. Mhm. Et dans cette base de données-là, vous avez des sociétés qui sont clairement des promoteurs, qui ne sont pas renseignés comme promoteurs. Donc, bon, il y a ce genre de truc. Ouais. Moi, j'ai fait tout un tas de petits cas où je savais que c'était un promoteur et c'était renseigné en autre, ok. etc. Donc, il y a ce premier truc. Ouais, c'est qui remplit et quel niveau de connaissance il a sur le projet quand il remplit les lignes, quoi. Ben, c'est ça. Et du coup, sachant que ce truc-là est lacunaire, il y a un autre service statistique du même ministère qui s'appelle, donc c'est un autre fichier, qui utilise ces bases permis de construire, qui ensuite retrouve l'identité des promoteurs et fait un questionnaire aux promoteurs pour affiner, en fait, en disant on a l'impression que vous avez construit un programme à tel endroit, concrètement, vous avez construit quoi? Et quand on compare les deux, en fait, on a ça, je sais plus, j'ai exactement la statistique, mais on est obligé, ça fait plus 20 ou plus 30% en nombre de logements construits par les promoteurs entre la base permis de construire et la base enquête un peu plus précise. Et après, il y a une troisième base qui est les logements vendus, et ça, c'est documenté par les notaires, qui font remonter certaines données, mais pareil, à partir de ces bases-là, c'est parfois compliqué de savoir si c'est un promoteur ou pas qui a vendu. Et donc, en fait, au niveau public, on a ces trois données-là qui aboutissent pas du tout aux mêmes estimations. Ouais, parce qu'ils séparent pas spécialement des bases de données des promoteurs de si c'est un particulier qui vend sa maison, en gros. Alors, normalement, si, mais les champs sont pas disponibles dans la vraie base dans la base de données telle qu'on l'a publiquement, on peut pas arriver à savoir ce truc-là. On est obligé de reprendre les codes de l'urbanisme parce que si c'est un promoteur qui vend, c'est pas les mêmes codes, mais des fois ça pose des problèmes d'appariement où on n'est pas bien sûr. Enfin, c'est vraiment un bins. Et le problème que ça pose, c'est que par exemple, comme donc sur les promoteurs, on a cette enquête-là qui est très précise. Mais moi, un des trucs que je voulais faire, c'était comparer la production de logements par les promoteurs et celle, par exemple, par les bailleurs sociaux, qui sont d'autres acteurs qui produisent aussi des logements neufs. Problème, si on fait ça, on est obligé de prendre une base dans laquelle les deux sont renseignés, donc c'est la base permis de construire. Et donc je compare promoteurs et bailleurs sociaux à partir de la base permis de construire, dont je sais qu'elle est lacunaire pour les promoteurs, et dont je ne sais pas dans quelle mesure elle est lacunaire pour les bailleurs. Et en fait, on ne peut pas savoir quoi. Donc, tu sais que de base tes données sont imprécises, donc peu importe ce que tu en déduis, il y aura forcément des biais, quoi. Ouais, après, du coup, en reprenant toutes ces bases-là, on fait juste des indicateurs de corrélation un peu tout simple, en voyant qu'il y a quand même une corrélation très forte entre les différentes bases. Donc on sait que c'est pas forcément le bon ordre de grandeur, mais que là où il y a surreprésentation de promoteurs dans une base, il y a surreprésentation de promoteurs dans l'autre, quoi. Donc, ça limite en tout cas le biais un peu spatial. J'ai une question d'un point de vue... comment ça se passe en vrai. Par exemple, si tu compares différentes villes, etc., quel est le pourcentage d'autorisation que tu as au niveau légal de faire des logements neufs? Est-ce qu'il y a une part que tu es obligé d'attribuer aux bailleurs sociaux et une part aux promoteurs? Comment ça s'organise tous ces trucs-là? Genre, est-ce qu'il y a des mairies qui ont le droit de dire « moi, je ne construis plus aucun logement neuf, c'est mort » Ou est-ce que nationalement, on est obligé de te dire en fait, tu as une part obligatoire chaque année de... Comment on organise tout ça? Ouais, alors grande question. Là, c'est un peu moins ma thèse que mon premier postdoc que j'ai terminé en septembre, et qui portait sur les blocages à l'urbanisation dans la région d'Aix-Marseille. Et du coup, on a un peu traité ce genre de questions. Il n'y a pas directement d'obligation faite aux communes de produire au niveau étatique. Par contre, il y a... Parce que pour les logements sociaux, il y a une espèce de part obligatoire du parc qui est obligée pour les logements sociaux, c'est ça? Alors, il y a la loi SRU qui a été passée en 2000 et qui prévoyait qu'il devait y avoir dans... La règle est un peu compliquée, mais en gros, dans les communes urbaines un peu denses, une part de 20% de logements sociaux. Enfin, en gros, 20% des habitations étaient censées être des logements sociaux. Taux qui a été ramené à 25% dans les années 2010 par une deuxième loi. Donc il y a ce premier truc. Donc, qui fait que normalement, il y a certaines communes qui se retrouvent en demeure de produire. Problème, en fait, il n'y a pas eu de sanctions pendant très longtemps. Donc, en fait, il y a tout un tas de communes qui n'ont pas construit de logements sociaux pendant longtemps. Genre Paris, vers l'ouest de Paris, c'est typiquement. Genre le Valois et compagnie, là. Ouais, ou même le 16e arrondissement de Paris, c'est assez intéressant. Mais le 16e arrondissement est passé de, je crois, 1,7% de logements sociaux à 7 et quelques. Et essentiellement pas par la construction de logements sociaux en bâtiments neufs, mais par ce qu'on appelle l'acquisition-réhabilitation, où en fait les bailleurs sociaux achètent des appartements anciens,
les retapent et les transforment en logements sociaux. Ok. Et c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de ne pas se prendre en fait des blocages de collectifs d'habitants qui bloquent le permis de construire, qui payent des avocats urbanistes pour bloquer Oui, le parce projet, etc. qu'évidemment, les logements neufs, il y en a plein qui vont, d'un point de vue environnemental, quand c'est pas nécessaire et qu'il y a des logements qui sont vacants, t'as envie de dire c'est débile de reconstruire du neuf derrière. Oui, il y a ça aussi. Donc l'acquisition, amélioration, pardon. Ça, c'est juste que c'est un peu lent, quoi, parce que c'est au fur et à mesure des ventes et c'est possiblement un peu plus coûteux que d'acheter le terrain et de faire construire. Enfin, c'est un peu d'autres enjeux. Donc c'est ce qui fait que dans le 16e, ça augmente, mais tranquillement, quoi. Donc là, on est à 7%. Voilà. Ouais. On n'atteindra pas 25%. Donc il y a ce truc-là. Et il y a tout un tas de maires qui expliquent avec plus ou moins de bonne foi que en fait, nous, on peut plus construire. Parce qu'à côté de ça, on a aussi tout un tas d'injonctions à moins urbaniser, à moins faire d'étalement urbain. Donc on dit, donc il y a tout un tas de maires qui, après que eux-mêmes ou leurs prédécesseurs n'aient pas construit de logements sociaux pendant 20 ans, disent maintenant, oui, du coup, on est embêté parce qu'on est à 8%, et comment vous voulez qu'on atteigne 25%, on n'a plus de place. Ouais. Donc alors, on peut pas construire en étalement urbain, et puis qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? On va quand même pas raser des maisons pour construire des immeubles, parce que ça va dénaturer notre commune, donc on est bloqué. Et oui, effectivement, une fois qu'on a fait n'importe quoi pendant 20 ans, c'est difficile de se rattraper en 3 ans, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué. Après, les communes n'ont pas directement une obligation nationale de construire, mais les intercommunalités, donc les intercommunalités, c'est par exemple la métropole de Bordeaux. Donc intercommunalité, c'est un ensemble de communes qui s'unissent dans un établissement à fiscalité propre. Donc ce qu'on appelle les métropoles, c'est un type d'intercommunalité, mais il y en a plein d'autres. Normalement, il y a les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, et maintenant les métropoles. Ces intercommunalités sont normalement en obligation de se doter de ce qu'on appelle un PLH, donc un plan local de l'habitat. Il y avait le plan local d'urbanisme tout à l'heure, là c'est le programme local de l'habitat, qui définit un rythme d'accroissement du parc résidentiel annuel. Okay. Donc on sait que par exemple telle commune doit, on dit globalement nous faut qu'on ait une croissance du parc de 1 ou 2% par an. Et l'effort va se concentrer sur telle et telle commune qui vont augmenter davantage leur parc, etc. Et ça, les communes sont un peu en nécessité d'essayer de faire avec. Ça, c'est le premier truc. Donc, une espèce de contrainte au niveau intercommunal. Et il y a aussi le fait que la plupart des maires sont dans une espèce d'idéologie qui est un peu difficile à identifier. Mais en gros, tous les maires disent qu'il faut qu'il y ait une croissance démographique sur notre commune, sinon elle va péricliter. Ouais. Et donc dire... Et parce qu'en fonction de la taille de ta commune, tu as des budgets différents ou des trucs qui font que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent plus d'habitants pour avoir passé un palier de, je sais pas, un peu comme les impôts, tu vois. Alors, il y a des fois où c'est, par exemple, dans certaines communes vraiment rurales, où disant, en fait, on veut maintenir l'école, et pour maintenir l'école, il nous faut plus de personnes pour pas qu'elle ferme. Mais par contre, il y a l'effet inverse, parce que des fois, si jamais on ouvre trop, faut faire une deuxième école. Ouais. Donc, et un collège après. Voilà, etc. Donc en fait, il y a un peu des deux côtés que ça peut jouer, la question service et équipement. Mais il y a vraiment tout bêtement ce truc de je veux pas que ma commune elle meure, et donc il faut qu'elle reste attractive, et pour qu'elle reste attractive, je dois faire venir en permanence de la population. Et donc il y a des maires qui vraiment ne conçoivent pas l'idée qu'il faut peut-être pas forcément croître. Quoi. Ouais, genre Villeneuve-d'Ornon, quoi. Genre, vraiment, le maire, pendant des années, il a construit des buildings partout. Genre, vraiment, tu viens, tu demandes un permis de construire, il te le signe, il n'y a pas de souci. Il viendra au pot pour boire à la fin, c'est pas un problème. Voilà. Et après, quand on regarde, il y a donc ça, je connais pas le cas de Villeneuve-d'Ornon, mais c'est ce qu'on appellerait un maire bâtisseur. Et il y a beaucoup de maires qui justement essaient d'éviter ça, en disant en fait on sait que derrière ça on va pas forcément se faire réélire parce qu'en fait on dénature la commune, etc. Il y a beaucoup de maires qui sont dans des communes où ils disent nous c'est un peu le syndrome du dernier arrivé ferme la porte. On va s'étendre un petit peu, juste assez pour satisfaire nous notre objectif de croissance minimale, mais si on sait qu'on croît trop, moi je vais pas me faire réélire. Donc il y a des espèces de logiques un peu de voilà comme ça de compromis. Et il y a un cas à Saint-Selve, sud Bordeaux, là, c'est vraiment la mairie, elle est dans ce truc-là de... Ils ont commencé à s'étendre, ils ont commencé à avoir levé de bouclier de la moitié de la population, ils ont fait ok, d'accord, alors en fait on va laisser juste ce petit carré là, et puis après on arrête. Voilà, et sachant que des fois les revendications de la population
porte sur le fait que, comme il y a la loi SRU, Mhm. on sait que si on produit 100 logements, il y en aura au moins 25 ou 30% qui vont être des logements sociaux. Ouais. Et comme il y a un gros stigmate associé aux logements sociaux, il y a beaucoup des fois de mobilisations qui disent « Ah non, 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 surtout pas, Ouais, pas les- surtout si c'est pour nous Ouais. ramener. » Alors bon, quand moi j'ai fait un terrain à Aix-Marseille, donc en fait Oui. très vite le... Ah, le On a- sud-est, Voilà, on a très vite des discours qui sont... raciste. oui, j'allais dire au pire raciste, mais même souvent de base Juste assez raciste. raciste, Quoi. ouais. Voilà. Donc on va quand même pas ramener toute la jeunesse délinquante de Marseille chez nous. Quoi. Enfin, bon. Mm. Donc il y a un peu tous ces trucs-là qui font qu'il y a, sans qu'il y ait forcément d'obligation à construire, il y a toujours cette espèce de ah mais quand même faut bien qu'on construise, mais si jamais on construit trop on va se faire engueuler, puis en même temps il y a l'État qui nous demande de faire des logements sociaux, et en fait il y a un peu tous ces trucs-là qui se mélangent. Ouais. Et puis si on construit trop, après il y a des équipements, après il faudra élargir la route, il faudra créer un nouveau parking, ça va nous coûter du fric, enfin voilà, il y a... Mhm. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que avant de faire cette recherche-là, j'étais un peu dans l'idée que il y a des maires qui veulent construire à balle et qui s'en foutent, et puis il y a ceux qui veulent pas construire. Et en fait, c'est sans surprise, hein, c'est plus compliqué que ça. Mhm. Il y a un peu de l'un, un peu de l'autre. En fait, il n'y a pas non plus, sauf certaines communes type peut-être Villeneuve-d'Ornon, il y a assez rarement des configurations où il y a un alignement des astres vers on bâtit tout et on urbanise à balle. Mhm. Il y a souvent un peu des contre-pouvoirs et des choses qui limitent, etc. Donc c'est pas forcément toujours si simple que ça. Ah, mais il est très vieux, le maire. Ça fait longtemps qu'il est là. Il y a nos futurs. Mais ouais. J'avais une autre question qui portait un peu sur l'amont, le début, les promoteurs immobiliers. Comment est-ce qu'ils ciblent les gens qui vont vendre un terrain? Genre, est-ce qu'ils savent que machin a mis sa maison en vente à tel endroit dans une agence immobilière, et donc du coup ils savent que le terrain va être en vente? Ou est-ce qu'ils se disent ça c'est un couple de papy-mamie, donc 3 ans ils sont clamsés, ils vont partir à l'EHPAD, comment est-ce que tu sais quel terrain parce que je suppose que quand ça devient constructible, quand tu as le permis de construire sur un terrain, eux ils doivent avoir l'info, ils doivent pouvoir récupérer l'info, mais quand c'est des gens qui habitent là, comment tu sais que le terrain tu peux l'acheter? Et Tu fais pression sur les gens, genre bonjour? Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les papiers qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. Vous cherchez à vendre pour interrogation. Nous, on est super intéressés. Puis c'est signé Bouygues, etc. Donc il y a le boitage, quoi. Il y a tout simplement des fois des promoteurs qui passent dans un quartier et se disent ah là quand même, franchement, ce serait cool. Ouais. Il y a carrément moyen. Au PLU, on peut construire en R+3 et là, il y a 3 maisons qui restent. Ils vont frapper, ils vont dire ah quand même, parce que là vous la vendriez combien, parce que là vous l'avez acheté 200 000 il y a 10 ans, écoutez nous on vous en propose 400, réfléchissez-y, etc. Ouais. Quand En un face ils vont faire promoteur- des immeubles, tu vois, genre. Il y a un peu ça aussi, Ouais. c'est-à-dire que des fois aussi quand au niveau du PLU, du plan local d'urbanisme, il y a une zone qui passe où d'un coup la municipalité dit bon ok à cet endroit-là on a le droit de construire en R+5, et au moment où ils le font, si jamais à cet endroit-là c'est surtout un quartier de maison, Ouais, Ils tu vas savent avoir très des bien. voisins, ton vis-à-vis, après, tu passes de t'as que des maisons, tu vois à peine le jardin de ton voisin, à t'as 5 étages au-dessus de ta tête, Voilà. c'est un peu chiant. Et donc ils savent que ça déclenche des ventes aussi. Ouais. C'est-à-dire que les promoteurs arrivent derrière en proposant des prix qui sont très au-dessus, etc. Donc, et après, il y a des cas des promoteurs qui sont plus ou moins insistants, je pense. Alors ça, c'est pas des choses dont les promoteurs se vantent en entretien. Donc c'est compliqué à savoir. Mais ce serait pas très étonnant. J'avais eu, quand j'avais fait mon terrain en Master 1, j'étais tombé justement je faisais des entretiens avec les agents immobiliers, qui par contre, eux, aimaient bien balancer leurs concurrents. Donc ils disaient, tel Machin. agent immobilier, ils sont connus pour être des énormes harceleurs, et en fait, ils peuvent vous appeler tous les jours jusqu'à ce que vous vendiez, etc. Ouais. Donc les promoteurs, je ne serais pas complètement surpris qu'il y ait des choses qui sont un peu proches qui arrivent. Après, moi, ce que j'ai retenu plutôt dans les entretiens, c'est des promoteurs qui sont en fait assez résignés ou fatalistes, en disant en fait, il y a des propriétaires, on sait, ils vont jamais vendre. Tant qu'ils sont pas à l'EHPAD, en fait, eux, ils veulent leur petite maison, c'est là qu'ils vivent depuis 35 ans, ils ont leur jardin. Eux, ils vendront pas, donc en fait, on arrête de les démarcher, parce qu'en fait, juste, ça nous fait perdre du temps. On a d'autres gens à les démarcher. Et donc, c'est vraiment assez rigolo. Il y a vraiment des promoteurs qui expliquent que non, en fait, sur telle commune, ils ont lâché l'affaire, en fait. Ils connaissent les 15 terrains qui sont possiblement constructibles, ils sont allés voir les proprios et ils disent non, en fait, eux, c'est mort, on passe à autre chose, on se casse, quoi. Ils ont tous 80 ans, ça va bientôt arriver. Ça va pas te- Ouais, et avec vraiment ce que je disais, c'est que les promoteurs sont des personnes angoissées, stressées et pressées, et que du coup, en fait, Ouais, voilà. pas le temps. face à un proprio dont on est vraiment sûr que non, c'est bon, on n'insiste pas, quoi. Ok.
Du coup, tu reparlais de ces entretiens donc, qui étaient indépendants de la méthodologie que tu as utilisée pendant ta thèse. T'as interviewé que des promoteurs du coup, et est-ce qu'il y avait aussi des agents immobiliers? Tu as dit que c'était pour ton master 1, du coup c'était Ouais. dans un autre cadre. Donc là, est-ce qu'il y avait que des promoteurs? Et comment tu as construit ton questionnaire? C'était quoi les données qui t'intéressaient quand tu es parti faire cet entretien-là exactement? Parce que j'ai du mal à voir comment je le construirais si je devais le faire à ta place en fait. Donc non, j'ai pas fait que des promoteurs. En fait, sur les 70 entretiens que j'ai fait, les promoteurs, c'était à peine une quinzaine. Et Ok. c'était des entretiens confirmatoires parce qu'en fait, ce que je cherchais chez les promoteurs, c'était vérifier des choses que j'avais déjà lues dans d'autres articles, mais vérifier que, bah voilà, je sais pas, il n'y a pas eu un changement de conjoncture qui fait que Ouais. du jour au lendemain, les promoteurs ont complètement changé de stratégie. Donc il y avait ce truc-là, et confirmer des choses que moi j'avais vues en observation participante, du type, est-ce qu'on est bien d'accord que pour vous, le zonage Pinel, il est hyper important? Et là, tout le monde Et des fois, j'ai même pas le temps de poser cette question-là, qu'ils me le disaient d'emblée en disant, Ouais, bah, de toute façon, ok. nous, on construit que là où il y a du Pinel. Ça, et puis est-ce que vous ciblez certains types de communes, comment vous démarchez? Donc en gros, moi, ce que j'ai pour les promoteurs, j'avais deux grands blocs. Donc c'est un entretien qu'on appelle semi-directif. Donc semi-directif, ça veut dire qu'on n'a pas des questions qui sont... Genre, on n'a pas une liste exhaustive de petites questions. On a des sortes de grands thèmes. Ok. Alors des fois, on peut... il y a des gens qui sont plus ou moins précis sur même les entretiens semi-directifs. Il y en a qui vont poser des questions très ouvertes, mais exactement les mêmes, avec exactement la même formulation à plein de personnes. Ça, c'est quand on fait du bon qualitatif. Moi, je suis un peu plus flexible. En fait, je considère que de toute façon, ce qu'on recueille dans l'entretien est déjà influencé par le petit-déj de la personne en face et par son par son heure de réveil et de si elle a fait la fête la veille ou pas. Et partant de ça, je privilégie plus des formes de discussion un peu libres, mais par contre, j'ai quand même des grands blocs. Ok. Et donc, à la fin, en général, c'est des entretiens d'à peu près 1 heure. Donc, à la fin de l'entretien, je savais qu'il fallait que j'ai ça, sur lesquels je les ai questionnés. Et donc, j'avais un premier bloc qui était « Décrivez-moi votre activité ». Donc, comment vous définissez une stratégie territoriale? Où est-ce que vous allez? Comment vous faites de la prospection foncière? Comment vous trouvez les terrains? Est-ce que vous utilisez est-ce que vous traitez avec des experts ou pas? Comment vous négociez avec le maire? Comment vous négociez avec le propriétaire? Comment vous construisez? Et puis, et puis, comment ça se passe avec la banque? Ok. En gros, c'était à peu près ça mes grandes questions. Et après, j'en avais qui étaient spécifiques au terrain, parce que du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai donc une partie de mon étude qui était France entière quand je bossais sur les statistiques agrégées à l'échelle communale au niveau national. Et j'ai eu des terrains plus précis. En fait, les bases de données plus précises que j'avais, les bases de données adéquation au format une ligne égale un logement, je les avais pas sur l'ensemble du territoire français. Je les avais sur l'ancienne région Pays de la Loire, la région Auvergne, Lyon et les communes alentours, et le département du Var. Ok. Donc ça a été mes 4 terrains sur lesquels j'ai eu des études stats plus précises et sur lesquels aussi j'ai ciblé mes entretiens qualitatifs, parce que c'était en fait quand un promoteur me disait bah voilà, moi par exemple je vise telle commune, bah j'avais en fait les données pour aller vérifier que oui, tel promoteur visait effectivement telle commune. Donc ça c'était quand même assez pratique. Donc ouais, les promoteurs, ça c'était le truc. Donc j'avais un deuxième bloc qui disait voilà, expliquez-moi en ce moment sur tel territoire comment ça se passe. Notamment, est-ce qu'il y a des maires qui sont plus ou moins favorables? J'ai fait ma thèse, ma thèse a commencé juste après les municipales de 2020, où il y a Nantes-Lyon qui sont passés Europe Écologie Les Verts. Donc en fait, une des questions, c'était de dire, en fait, est-ce que ça change quelque chose? Et d'ailleurs, ça a amené des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question que tu avais tout à l'heure sur est-ce que c'est possible de dire, je ne veux pas de promoteur dans ma commune? J'y viens, c'était un peu justement un des grands trucs qui m'avaient choqué à l'époque. À Nantes et à Lyon, il y a eu à peu près la même chose. Les Verts sont arrivés au pouvoir en disant « Ok, nous on veut des logements sociaux, on veut plus de promoteurs parce que les promoteurs, on les a identifiés comme un problème. » Problème, les promoteurs avaient habitué les propriétaires à des prix de terrain très élevés. Et si vous dites non aux promoteurs, en fait les bailleurs sociaux ils disent bah très bien, mais en fait nous on peut pas acheter les terrains au prix que nous demandent les propriétaires. Et les propriétaires disent bah vous voulez l'acheter, essayer d'acheter mon terrain à la moitié du prix, bon bah dans ce cas on vous le vend pas, on attend. Et donc en fait si vous virez les promoteurs, du fait de la rente foncière, du fait en fait du pouvoir de blocage des propriétaires, vous bloquez toute la chaîne du logement. Sur votre territoire cher. Oui, parce que plus personne veut te vendre son terrain parce que tu veux l'acheter trop bas et
Voilà. Et ce qui fait que, en gros, il y a aussi autre chose, c'est qu'une partie des logements sociaux sont maintenant produits en vente. C'est-à-dire que c'est les promoteurs qui construisent le logement et qui le vendent aux bailleurs sociaux. C'est ce qu'on appelle la VFA HLM pour vente en état futur d'achèvement de logements sociaux. Donc en gros, c'est vraiment dans une opération de promoteur. Le promoteur vend 20 ou 30% de ses logements au bailleur social. Et en fait, dans les grandes villes chères, type Bordeaux, ce serait à peu près pareil. La quasi-totalité des logements se produisent en VFA HLM, c'est-à-dire que c'est les promoteurs qui construisent, parce que les bailleurs sociaux n'ont pas la capacité d'acheter les terrains. Non, mais à Bordeaux, ça tient. Voilà. Donc, alors dans les axes, ça peut se faire, mais sinon, dans le reste du territoire urbain, c'est à peu près impossible. Et donc, en fait, c'est les bailleurs sociaux qui sont allés voir la municipalité pour dire, écoutez, en fait, nous, on a besoin que vous réaccordiez des permis de construire aux promoteurs, sinon, vous n'aurez pas de logement social. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'en fait on est prisonnier de cette espèce de mécanisme de la promotion immobilière. On ne peut pas s'en passer rapidement. À moins de construire un autre modèle de financement ou d'attendre suffisamment longtemps ou de réguler la propriété foncière en disant bon en fait en forçant les propriétaires à vendre ou à abandonner les plus-values. Il y a des choses à faire, mais en l'état actuel en ne touchant pas à tous ces trucs-là, on est prisonnier de la promotion. J'en reviens à mes entretiens. Ouais. Donc j'en ai fait une quinzaine avec les promoteurs, j'en ai fait plusieurs avec des bailleurs sociaux. Justement pour toutes ces questions-là de VFA HLM, de dépendance entre les deux modèles. J'en ai fait pas mal avec les experts. Donc je disais, j'ai fait une observation participante dans un bureau d'études. Donc j'ai interrogé les personnes du bureau d'études. Je suis allé interroger d'autres experts qui vendaient à des promoteurs parce que pareil, c'était hyper instructif sur ce que demandent les promoteurs. Et j'ai enfin fait des entretiens avec des membres de collectivités, donc avec des gens de la direction d'urbanisme, de métropole, etc., avec des élus, avec des membres d'agences d'urba, des choses comme ça, pour avoir un peu le côté régulation publique et comment est-ce que, à l'échelle locale, on se dépatouille avec ces promoteurs, quoi. En tout cas, c'est hyper varié. Je trouve ça assez cool que tu aies pu faire autant des pans aussi différents dans ta thèse, que ce soit de la pure stat avec ta base de données, de l'observation directement avec des gens qui sont dans ce milieu, puis les entretiens. Je trouve ça hyper cool. C'est rare que ça se passe sur autant de pans différents. Ouais, il y en a de plus en plus des études mixtes, mais c'est vrai que de base, c'était plutôt soit tu fais du quali, soit tu fais du quanti, quoi. Il n'y avait pas trop de mixité entre les deux. Mais c'est ce que je vais faire dans mon projet, c'est ce qu'on a eu quelques-uns en psycho, ça se fait un peu. Mais ok. Vas-y. Non, vas-y, c'était un truc à dire. Je pensais avancer, et peut-être t'as quand même un peu donné des pistes par-ci par-là. Si tu peux nous sortir des grandes lignes de tes résultats que tu trouves intéressants à partager, donc ce qui a peut-être t'a remarqué le plus, qu'on a peut-être un petit peu abordé. Ouais, première chose qui est vraiment ressortie, c'est vraiment le poids vraiment déterminant des aides fiscales en fait du Pinel concrètement, de la géographie du Pinel sur la géographie de la promotion. Ce qui fait dire qu'au-delà du calcul purement économique des promoteurs et du fait que les promoteurs sont d'abord des agents qui cherchent à produire avec du profit, le modèle de la promotion est dépendant des aides publiques. C'est-à-dire qu'en fait, là, si on enlève les aides publiques, la promotion est vraiment en difficulté. C'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, justement, le secteur de la promotion est globalement en crise. Donc là, il y a une chute assez forte du nombre de logements produits. Et la suppression du Pinel n'est pas complètement pour rien là-dedans. Il n'y a pas que ça, mais ça comptait pas mal. Et ça se voyait vraiment géographiquement. C'est-à-dire que dès que vous supprimez le Pinel d'un ensemble de communes, en fait, vous avez une fuite des promoteurs qui se rapatrient sur les territoires qui restent éligibles. Ça, c'était un truc. Une deuxième chose qui était assez intéressante, c'est qu'à profil de communes équivalentes par ailleurs, il n'y a pas tant de différence droite-gauche en termes de nombre de logements produits par les promoteurs localement. Il y en a un petit peu, mais qui n'est pas parfaitement significatif. Il semble que la droite les communes qui ont des maires qui se classent à droite sont associés à un peu plus de promotion et un peu moins de logement social. Oui, on s'y attendrait. On s'y attendrait, mais des fois on est surpris. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était pas complètement significatif statistiquement. C'est-à-dire qu'il y avait un intervalle de confiance qui faisait qu'on ne pouvait pas dire de façon absolument sûre qu'il y en a un qui avantageait l'autre ou pas. Autre chose qui était aussi pas mal intéressant, c'est que une fois qu'on a neutralisé tout un tas d'autres variables socio-économiques telles que le taux de chômage, le taux de croissance démographique, etc., la part des cadres, en fait la part des riches dans la population change pas tant que ça, la géographie de la promotion. Ça, c'est un truc assez intéressant parce que les promoteurs, en fait, vendent pas tant que ça aux très riches.
En gros, ils visent, enfin leur intervalle, ils disent entre le 6e et le 4e décile de la population. Ok. Donc en gros, on vise à peu près le milieu de la population en termes de revenus. Mhm. Et au moment où moi je faisais mon travail de terrain, donc il y avait encore des taux d'intérêt qui étaient bas, c'était eux la cible. Et donc les promoteurs n'avaient pas forcément besoin d'aller dans les communes ultra riches, juste fallait pas qu'ils aillent dans les communes où il n'y a personne, mais ils pouvaient complètement viser des communes relativement moyennes en termes sociologiques, et ça fonctionnait bien. Ok. Ça, c'était une chose intéressante. Il y avait... il y a tout un tas de développements méthodologiques qui sont... que j'ai amené, qui en fait étaient relativement inédits. C'est-à-dire qu'un des grands apports de ma thèse, enfin si j'en crois en tout cas mes directeurs, c'était que j'ai objectivé statistiquement et en termes d'entretien des choses qui étaient sues mais qui n'avaient pas été prouvées. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez marrant, mais quand j'allais présenter ma thèse, par exemple à des opérationnels, je leur expliquais les trucs et ils disaient « Ah ben c'est... Oui, Okay. on le sait, quoi. » Mais ils disaient mais effectivement, par contre, on n'avait jamais vu personne en fait, le montrer exactement. Ouais. Donc c'était ça l'articulation entretien avec les promoteurs et vérification statistique. Okay. Il y avait ça. Il y a une autre chose qui était assez marrante et que j'avais beaucoup aimé faire, c'est que j'ai construit un modèle statistique qui permet de montrer que les promoteurs fixent le prix de vente de leur logement à partir du prix de vente des autres promoteurs. C'est-à-dire qu'en fait, un promoteur, quand il va vendre son programme, c'est pas comme une personne qui, par exemple, produit un vélo et vend un vélo, où en fait on va globalement fixer le prix à peu près au niveau de production, quoi. Les promoteurs, ça veut rien dire le prix de production, parce qu'il y a une partie du prix de production qui est le prix du terrain, qu'ils déduisent de leur prix de vente. Donc en fait, il faut qu'ils calculent leur prix de vente et qu'ils calculent ensuite leur prix de production, donc c'est un mécanisme inverse. Et donc comment est-ce que les promoteurs fixent le prix des terrains ? En fait, le prix de vente de leur logement, c'est en regardant ce qu'ont fait les autres promoteurs. Okay. Et donc il y a un système complètement autoréférentiel. Et ça, pareil, on le savait un petit peu, mais j'ai construit un modèle statistique, donc un modèle de régression géographiquement et temporellement pondéré. On a fait ça avec un pote qui s'appelle Nicolas Ozello. On a construit un truc, là, l'article est en cours de publication. Okay. Donc voilà, on a fait tout un petit truc comme ça, donc c'était quand même assez rigolo. Et j'ai aussi ma classification des promoteurs, j'en étais assez content, montrer qu'il y a vraiment une spécificité des promoteurs, en gros, il y a vraiment une diversité à l'intérieur du monde de la promotion. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que quand on regarde sur un terrain donné qui sont les promoteurs qui produisent, il y a, on va dire, deux catégories qui sont surreprésentées. Il y a les promoteurs franciliens, qui sont en fait les grandes sociétés nationales de promotion qu'on connaît, les Bouygues, les Vinci, les Nexity, etc. Et il y a les promoteurs locaux. Et en gros, c'est les deux. Mais vous avez, en gros, à Lyon qui produit, c'est les promoteurs lyonnais, les promoteurs parisiens. À Nantes qui produit, c'est les promoteurs parisiens, les promoteurs nantais. À Marseille, à Nice, etc. À chaque fois, c'est les promoteurs locaux. Et par contre, les promoteurs du reste du territoire, par exemple, les promoteurs bordelais ne construisent pas à Lyon. Ouais, okay. Et les Lyonnais construisent très peu à Bordeaux. Mais les Parisiens, oui. Donc, et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de dire qu'il y a deux grandes ressources qui sont utiles pour les promoteurs. C'est en gros le fric. Donc, si vous êtes un promoteur riche, que vous avez accès au marché financier, des choses comme ça, en fait, vous allez arriver à vous imposer à l'échelle nationale. Et si jamais vous n'avez pas le capital financier nécessaire, il faut ce qu'on appelle le capital d'autochtonie, c'est-à-dire la connaissance du terrain. Et si vraiment vous avez la connaissance du terrain, vous connaissez les maires, vous connaissez vraiment le territoire, vous savez où il y a des besoins, vous pouvez arriver à vous imposer et à entrer en concurrence avec les promoteurs parisiens parce que vous avez le terrain. Donc en gros, ça, c'est les deux grandes ressources des promoteurs. Ça, c'était aussi un résultat que j'ai bien aimé. Et le dernier, c'était montrer qu'à l'intérieur de l'espace de la ville, les promoteurs des différentes catégories ne produisent pas au même endroit. Donc vous avez en gros, par exemple, les promoteurs qui sont les filiales de groupes de construction. Donc c'est essentiellement Vinci et Fage. Parce que Bouygues Immobilier, en fait, est un peu détaché de Bouygues Construction. C'est donc deux sociétés qui sont assez étanches l'une par rapport à l'autre. Mais Vinci et Fage, par exemple, sont surreprésentés dans les très grands programmes de ZAC. Voilà. Okay. Vinci et Fage, c'est des promoteurs de ZAC. Okay. Bouygues aussi, d'ailleurs, mais pour une raison un peu différente. Vous avez tout un tas de petits promoteurs locaux qui vont se spécialiser dans des programmes d'hyperluxe à risque, dans certains quartiers un peu péricentraux, qui sont des toutes petites opérations. Vous avez des promoteurs qui sont spécialisés de construire des programmes dans les quartiers de la rénovation urbaine qui sont hyper à risque parce qu'on ne sait pas du tout si on aura des acheteurs. Et donc là, vous avez des petits promoteurs locaux qui y vont. Enfin voilà, il y a une espèce de paysage un petit peu comme ça qui est marrant. De voir qu'en gros,
en fonction des ressources dont on dispose de par sa spécialisation première et par son implantation géographique première, on va pas construire au même endroit que les concurrents. Ouais, pas le même type de logement pour pas la même population, quoi. Ouais. Et donc c'est rigolo aussi parce que c'est toujours ce truc qu'on fait en géographie de l'immobilier, c'est-à-dire il n'y a pas un marché immobilier, il y a en fait une segmentation de petits marchés. Et sur chaque marché, il y a des règles de concurrence qui sont différentes. Ouais. Et sur certains marchés, si vous avez telle et telle caractéristique, vous arrivez à l'emporter sur les autres. Ou vous êtes des fois aussi plus tête brûlée, vous avez plus d'infos, vous avez plus de ressources, etc. Voilà, donc ça c'était marrant et pour le coup c'était assez inédit en termes de... Enfin jusqu'ici j'avais pas trouvé de travaux en fait qui faisaient ce truc-là, quoi. Donc en tout cas sur le cas français. Donc ça c'était un peu marrant. Ok, trop bien. Bah, merci pour ces résultats. C'est vrai que ça a été beaucoup de boulot, j'ai l'impression. Tu dégages beaucoup de résultats, c'est trop bien, quoi. J'imagine que ça s'est bien passé, la soutenance et tout. La soutenance s'est bien passée. Après, en lien avec le fait que j'ai beaucoup de résultats, ma thèse est longue. Ouais, c'est un bon pavé. C'est 900 pages. Ok. C'est un très gros pavé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup été lié à la soutenance. Ouais. Les 900, c'est sûr qu'il faut les encaisser. En même temps, avec toute la méthodologie, les différentes choses, les différents types de bases de données, il y a plein de choses à écrire dessus. C'est qu'en fait, moi, ce que je voulais faire dans ma thèse, c'est mon directeur Didier Josselin qui avait un peu plusieurs formules comme ça. Il disait, toi, tu as fait une synthèse. Voilà. Ouais. Donc en gros, c'est un truc vraiment au niveau national et j'ai aussi refait un peu d'histoire de la promotion. Enfin, j'ai vraiment pris un peu le temps j'ai vraiment pris le temps dans la thèse. Bon, je pense que je me répète pas, mais oui, du coup, de fait, c'est un peu long, quoi. Et du coup, tu nous as un peu spoil en disant postdoc dans une de tes phrases. La suite, ça a été quoi pour toi? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Et où tu veux aller avec la recherche? Donc ouais, effectivement, il y a donc ma thèse, j'ai eu mon contrat doctoral de 3 ans auquel j'ai ajouté une année d'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement recherche. Puis un premier postdoc, et donc j'ai soutenu pendant mon premier postdoc, qui donc était aussi à Avignon, et était sur ce que je disais, le blocage de la production résidentielle sur Aix-Marseille. Et là, je viens de commencer un autre postdoc au 1er octobre, et cette fois-ci, c'est à Aix-Marseille, université. Et là, je travaille sur la fiscalité locale. Plus précisément, on a une base de données qui a été un peu reconstituée, qui a demandé du travail, sur l'ensemble des recettes fiscales et financières des communes et des intercommunalités de France entière sur, en gros, les dernières années. Donc là, je change un peu de domaine. J'arrête de travailler directement sur la production de logements, même si les deux peuvent se lier, évidemment. Et ça, c'est un contrat de 2 ans, donc j'ai jusqu'à dans 1 an et demi, quoi. Moi, pour l'instant, j'ai plutôt envie d'essayer de continuer la recherche. J'aime bien l'enseignement aussi, mais c'est plus la recherche pour l'instant qui me fait vibrer. Donc là, je vais refaire... Donc j'ai fait la campagne de maître de conf l'année dernière. Sans succès puisque je suis en postdoc. J'ai quand même été auditionné à 2 endroits, donc je pris ça comme un signal favorable, donc je vais refaire les campagnes de maître de conf. Ça consiste en quoi exactement, la campagne de maître de conf? C'est une campagne qui est harmonisée nationalement, c'est-à-dire qu'en gros, en mars à peu près, il y a les différents postes des différentes universités qui sont publiés. On fait un peu son marché, quoi. On dit celui-là. Il y a un grand dossier à fournir qui fait à peu près 25 pages, c'est une sorte de CV mais très long, avec un peu entre CV et lettre de motivation, dans lequel on met toute ma vie, mon œuvre. Et le projet de recherche qui est censé être adapté à l'équipe de recherche et à l'université dans laquelle on veut s'inscrire. Puis éventuellement, il y a des auditions. Et là, c'est un truc un peu absurde. En tout cas, quand on explique ce modèle de sélection aux personnes d'autres pays, tout le monde nous regarde avec des grands yeux. Parce qu'à la fois, on recrute des personnes pour être fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire, en fait, possiblement, on va rester là toute la vie. Et sur un oral de 45 minutes. Donc, et en fait, c'est un peu un souci parce que pour tout un tas de raisons que je peux comprendre, quand on recrute un collègue possiblement pour la vie, on a surtout envie qu'il soit sympa. qu'il soit bien disposé, etc. Et donc en fait, quand on voit une personne que 45 minutes, par rapport à une personne qui est déjà venue faire 4 séminaires, qui travaille avec le collègue, etc. Qui était déjà dans le labo avant et qui était en postdoc ou en thèse et machin. On préfère parce qu'on se dit au moins on est sûr de ne pas faire une connerie. Cette personne-là, il y a beaucoup d'entre-soi dans la façon de recruter les maîtres de conf. Ça. Mais pour des raisons que je comprends un peu et qui sont liées à cette espèce de format absurde alors qu'au Canada, on vient pendant une journée, quoi. Et on a une journée avec l'équipe de recherche. Bref. C'est déjà mieux. Donc, donc campagne de maître de conf. Et voilà.
Ok, trop bien. Bah, c'est cool. C'est parmi les premiers, c'est rare aussi. On n'a pas toujours des doctorants qui ont fini, donc c'est rare, mais que tu aies continué en postdoc et que tu veux te dédier à la recherche, bah, trop bien. C'est vrai que c'est pas la majorité des cas, Ouais, je c'est pense. vrai. Je Donc, pense qu'il y en a la moitié qui arrête après leur ouais, thèse, donc c'est trop à cool. peu près. Après, À la louche. peut-être que je vais arrêter après. Ouais, hein, ouais. ça C'est va. ça. Il y en a, ils on partent est dans le privé, ils reviennent en postdoc après. Ouais, souvent en fait, il y a plus ça, c'est que les gens ils préfèrent la Ouais. recherche quoi qu'il arrive, mais le Ils ont un format. moment de ouais, mais je vais aller me faire de l'argent dans le privé, et après c'est la désillusion, et ils font non, finalement, c'est pas fait pour moi. Et puis le format CDD peut être épuisant aussi, quoi, parce que c'est vrai que ta stabilité pour 1 an et demi, 2 ans, parfois où t'en es dans ta vie, ça peut être un peu contraignant, quoi. Et bah ouais, c'est un gros truc. C'est-à-dire que là, j'arrive sur Marseille et je suis hyper content d'arriver sur Marseille. Je commence à me faire ma vie. En fait, possiblement dans 6 mois, je trouve un poste à l'autre bout de la Ailleurs, France ouais, c'est et ça. j'y reste pendant 10 ans. Enfin, en fait, c'est très bizarre même de se construire un réseau Mhm. relationnel avec ça, quoi. C'est pour ça, moi j'ai même pas passé la qualif de maître de conf. Voilà, Et bah, problème voilà. résolu. Voilà. Pas de tentation. Voilà, pas de. J'ai pas envie d'aller m'enterrer à Nancy pour donner des cours, machin. Bah ouais. Après, t'es pas obligé d'aller tenter les postes à Nancy. Non, hein, c'est mais, sûr. Mais Et puis bon, on n'a rien contre Nancy, parce que toi tu veux vraiment te mettre à dos tout le monde dans ce Non, dans non, cet mais c'est que- épisode. Le Alors, maire de c'est- Villeneuve déjà il te déteste. non, mais le maire de Villeneuve, je le déteste. Il y a pas de problème. Il est Stop. pote avec mon grand-père, on s'en fout. On cherche à avoir plus d'auditeurs, pas moins, si jamais. Ouais, je sais. Non, mais j'ai rien contre Nancy. C'est juste que c'est à l'autre bout de la France pour moi, tu vois. Genre C'est vrai, et puis il fait froid, je pense. c'est moi qui vais mettre les gens à dos. D'accord. Ouais, Ok, bah trop bien. ouais. Moi, j'avais une dernière question parce qu'il y a un truc qui m'a. Allez. Quand tu as parlé justement des cas des maires écolos qui avaient tendance à bloquer le parc immobilier en disant on veut plus les promoteurs et du coup ça empêche les bailleurs sociaux de faire des logements sociaux, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas des moyens légaux de, je sais pas, bloquer les prix des terrains ou bloquer les trucs en leur disant à partir de maintenant le prix du terrain c'est tant et donc de toute façon vous pouvez attendre 500 ans si vous voulez, ça changera rien, vous pourrez pas la vendre votre maison. Et bah, c'est un impensé. Alors, je suis pas juriste, Ouais, donc ouais. je peux pas dire si quelque part dans la Constitution il y a un truc qui fait que ce truc-là est absolument impossible. Mais c'est jamais évoqué nulle part. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment que je fais pas mal de colloques, de conférences, etc. Mhm. Où la question tout le temps c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour rendre le logement abordable et pour protéger le logement social, etc. Et au max du max du mettre un max, plafond de prix, ça me paraît pas débile, tu vois. et bah c'est jamais là parce que ce serait faire obstacle au marché et à la propriété et la Le propriété. capitalisme. Alors propriété et capitalisme sont pas forcément tout Oui, à mais fait les marché. mêmes choses, mais marché par contre, ouais. C'est le mot Et- marché qui va faire dire capitalisme. Ouais, et ça par contre pour le coup c'est vraiment un truc de en fait non mais non on va, C'est on va- on va- impensable, on va ouais. quand même pas bloquer la possibilité pour les propriétaires de fixer le prix comme ils veulent, enfin c'est impossible. Au max du max du max on peut encadrer les loyers et encore l'encadrement des loyers en France c'est bon c'est Oui. en gros Mais parce que si c'est- ça, bah, ça peut c'est- augmenter en même temps que ouais. l'inflation quoi donc Oui. enfin donc en fait Oui, on bloque pas vraiment. C'est pas vraiment encadré. Mais c'est Mm. pour ça que je me suis dit, comme il y a l'encadrement des loyers, ça serait logique de faire genre un encadrement du prix de l'immobilier en fonction Ouais. des quartiers, ce que tu veux, tu vois, genre la rue machin coûte plus cher que la rue truc, on s'en fout. Mais Bah, ça serait possible, je sais pas si c'est possible légalement, mais ça serait une piste potentiellement pour... Ouais. Ah, mais il y a plein de pistes qui sont imaginables. Pareil, il y a la sécurité sociale du logement, c'est un peu un grand truc, tu vois, d'arriver à dire Invasion de chat. invasion de chat. Il y a plein, mais qui sont jamais considérés parce que globalement, ça c'est un peu un vieux truc que dans le droit français, le droit de propriété prime sur le droit au logement. Ok. Donc bah voilà, enfin c'est un peu ce truc où de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des faits divers sur tel propriétaire qui peut pas arriver à évacuer des squatteurs de chez lui ou chez elle. Ça c'est vrai, ça arrive, hein, c'est une vérité. Mais enfin quantitativement, il y a quand même plus, il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers de personnes qui sont sans abri en France. Oui. Il y a 10% du parc qui est vacant. Et Ouais. il n'y a pas d'appariement qui se fait entre les deux parce que droit Parce de que- propriété parce l'emporte que sur le droit au ouais, logement. voilà, c'est ça. Genre, Donc, typiquement, la mise en Airbnb et compagnie, le fait d'avoir tonnes de logements qui viennent des logements de vacances touristiques, machin, qui Ouais. font que les gens dorment dans la rue, bon bah. C'est Et ça, qui font que le qui- prix est aussi cher aussi des logements. Ouais, et qui sont parfois même indirectement subventionnés par les pouvoirs publics, comme à Marseille où il y a des immeubles menacés d'effondrement parce qu'il y a des propriétaires qui ont fait du Airbnb en pétant des murs porteurs au milieu. Ah ouais. Et la réhabilitation est financée par les pouvoirs publics. Voilà, donc il y a... En pétant des murs porteurs, c'est bien ça. Ouais, on trouve de tout, hein, mais c'est pas, heureusement, c'est pas tous les logeurs Airbnb qui font ça, mais ça se trouve quoi. Ok. Évidemment.
Ok, trop bien. Ben, on va stopper là sur la thèse. Je pense qu'on a fait Ouais. un bon tour. En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je pense que ça a intéressé plein de nos auditeurs parce que c'est un sujet qui nous touche fort. Ouais, le fait de Typiquement, pas pouvoir acheter de c'est ça. logement. Moi, en tant que trentenaire de classe moyenne, j'ai l'impression que je ne serai jamais propriétaire. Donc, j'ai encore de l'espoir parce que tu as dit que normalement, ils construisent pile pour moi. Mais Ouais, mais faut voir où. Ouais. voilà, moi, j'adore Bordeaux. J'adore le centre de Bordeaux. Dans le centre de Bordeaux, c'est ça. Ok. ça. Voilà, c'est ce qui me semble. J'avais fait le deuil déjà, de toute façon, pas de souci. On se fait des petites recommandations culturelles afin d'oublier qu'on sera jamais proprio. Oui, on peut faire ça. Est-ce que tu as quelque chose, toi, Laura? Oui, l'émission qui a un nouveau genre Taratata fait par Ponce, qui est un streamer, et son label Floral Records. C'est un genre ça s'appelle Soundcheck, et c'est une émission musicale qui est une fois tous les trimestres où ils invitent. Il a un invité sur le plateau avec qui il parle de musique et de son parcours, etc. Et il fait venir des groupes qui font aussi, qui discutent de comment est-ce qu'ils en sont arrivés à faire leur musique, etc. Et font une représentation pour le public. Donc un peu un Taratata, genre vraiment une émission de musique. Voilà, en live sur Twitch une fois tous les 3 mois. Ok. Trop bien. Laura Ouais. est actionnaire chez Ponce, faut le Ouais, savoir. je pense. Donc c'est pas un avis complètement neutre, Non. mais c'est vrai que l'émission a l'air sympa. Mais j'étais passée sur son live pour parler du podcast, donc bon, il y a, tu vois, Ouais, tu confirmes que t'es vraiment biaisé. C'est ce que t'es en train de faire. Absolument. Ok. Absolument. Mais Mais parce ouais. que je veux le recruter dans mon étude sur les jeux vidéo. Mais l'émission a l'air top. en Ouais, effet. non, l'émission était vraiment sympa. Moi, j'ai écouté les deux qui sont sortis, et comme là, il va sortir fin janvier, normalement, il y en a une dans ces deux-là qui va Trop popper. cool. Mais merci. Ok. Et toi, Pierre, est-ce que tu as des recos? Ouais. Alors moi, je peux potentiellement durer longtemps en reco, donc je vais un peu me limiter. Mais Vas-y. en émission, moi, il y en a une qui me. Enfin, c'est entre le podcast. Enfin, c'est YouTube en fait. L'Empire n'a jamais pris fin, de Pas comme Tielman, qui est diffusé par Blast. Ok. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est en gros, je crois que c'est là, on est au milieu de la 2e saison, donc ça commence avec Jules César et c'est reprendre l'histoire de la France en démontant le mythe national. Donc en gros, en prenant un peu toutes les grandes façons qu'on a eues de présenter l'histoire de la France et en dégommant un peu ce truc-là de façon systématique. Et c'est très très intéressant. Alors c'est sans doute critiquable en termes historiques, mais il cite toujours ses sources, donc c'est quand même assez transparent sur ce qu'il a pris comme document, quoi. C'est quoi comme format? Il raconte une histoire? C'est fictionné? Non, c'est pas fictionné. C'est vrai, donc Pas comme Tielman, c'est vraiment un type qui a une tête intéressante. Enfin, vraiment qui a une énorme barbe, des longs cheveux, des grosses lunettes, qui parle face caméra. Et puis de temps en temps, voilà, il y a des extraits, voilà, tout un tas d'images qui peuvent intervenir. Ok. Et ça dure, chaque épisode, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, quoi. D'accord. Ouais, dans la même idée, il y a France Fiction de Yann Toucourt, que je me suis acheté pour Noël. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi, et que j'ai acheté à mamie et à mamie et papy, parce que mamie et papy ils ont un peu de tendance un petit peu roman national. Ah oui. Voilà, qui est dans la même idée que je pense le podcast que tu as recommandé. Ouais, d'accord. Oui, qui démonte ça explique Ouais. parce que sinon Oui, ça c'est a pas un de- livre qui démonte les idées reçues, qui est écrit par des historiens. Donc Yann Toucourt, c'est un youtubeur, enfin ça, un YouTube, Instagram, il est prof d'histoire, et en gros il a regroupé un certain nombre de chercheurs pour faire un livre pour démonter les idées reçues. Donc il y a un chapitre, un auteur, et après ils se sont relus en lecture par la paire entre eux, et du coup ils démontent plein d'idées reçues sur justement le roman national, les trucs sur Napoléon, Ah ouais, tout voilà, un tas de choses, Ok. tout un tas de choses sur l'histoire en fait de France et nos ancêtres les Gaulois et compagnie, tu vois. Ouais, tout à fait. Ok, hyper intéressant, ouais. Voilà. Trop bien. Et toi, t'as une reco? T'y avoir réfléchi? Moi, alors je recommande pas d'essayer de battre Simon dans Expédition 33 parce que c'est en train de me voler mes vacances et je pense que je vais même pas le battre avant la fin et ça va me frustrer, donc voilà, ça je recommande pas. Je t'avais dit. Si je parle pas de jeux vidéo, j'ai pas envie de recommander Avatar parce que tout le monde va le voir de base, mais moi Et que la moitié ils vont dire c'est nul. Ouais, moi j'ai trouvé ça super. Je peux relancer mon amour pour l'IMAX, vraiment c'est à cran. J'aimerais voir tous mes films là-bas, si ça coûtait pas 20 € la place de ciné. Voilà, je trouve que l'écran est vraiment exceptionnel, que James Cameron est un super réal, mais bon, on n'est plus beaucoup à penser ça. Et une chaîne YouTube, chaîne YouTube de rap, le rap en mieux,
Il fait des chroniques sur plein de sujets et il est sur Twitch aussi. C'est en chaîne secondaire, c'est le Rab en mieux avec un B. Ok. Donc c'est la même personne, c'est juste chaîne principale YouTube et chaîne secondaire Twitch. Et qui parle de rap et qui en parle trop bien. J'aime trop, il invite des invités. Il a des invités pour revenir sur soit des albums. Là, ils revenaient sur Perdu d'avance de Orelsan. Et c'était trop marrant de réécouter des morceaux qui ont tellement mal vieilli. Et des trucs que tu te dis, putain, c'était un classique ça à l'époque. Ouais. Et bon, Alors, parfois, faut le laisser à son époque. Et bon voilà, c'est plein de trucs comme ça autour de la musique et du rap spécialement. Et donc si vous aimez ça, le rap français particulièrement, n'hésitez pas à aller checker ça, c'est super. Puis voilà, on va s'arrêter là. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. On espère que ça vous a plu. On te remercie encore, Pierre, d'être venu participer au podcast. Faire une pause entre les repas de Noël. Ouais, exactement. Si vous voulez, déjà si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On a eu notre premier commentaire positif Ça y est. sur l'épisode précédent, percé, je crois. quoi. Ouais, je crois que c'est le début. Ouais. Donc merci pour ça, n'hésitez pas à en mettre d'autres parce que ça fait encore un peu pitié. Ouais. Genre le moment où on peut plus les compter, je pense c'est bien. Donc faudrait dépasser. Ouais. Quand on l'a publié dans notre conversation Messenger, il y en a un ancien du podcast, Jean, qui nous a dit c'est quelqu'un que vous connaissez. Là, voilà, non. donc, c'est la maman de quelqu'un. Pas pris au sérieux. C'est ça. C'est ça. Nous on fait ce qu'on peut, donc n'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur Insta, sur tous les réseaux, quoi, Discord. Si vous voulez participer ou que vous connaissez quelqu'un qui veut participer, c'est pareil, vous pouvez nous contacter sur Instagram. On vous reçoit avec plaisir, peu importe le sujet. Et puis sur ce, on vous laisse. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Bon Noël, c'est trop tard. C'est trop tard. Nouvel an, c'est bonne trop année. tard. Le bonne année qui pop fin janvier, là, que ça souffle tout le monde. Ouais. Voilà. Mais bonne année. Exactement, bonne année. Et on espère que vous allez kiffer cette année avec nous. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Salut.